J'ai déjà eu, Monsieur Simondon, l'occasion de vous dire l'impact extraordinaire que le mode d'existence des objets techniques a eu sur tous ceux que vous avez atteints. Mais dans notre admiration, à notre admiration plutôt se mêle un certain étonnement. Nous nous demandons fréquemment comment une pensée si fermement axée que la vôtre sur le problème de l'individuation en est venue à la mécanologie, à étudier l'objet technique comme tel. Je comprends. En fait, je ne saurais le dire, il y a toujours des hasards universitaires. Cependant, une relation réelle me paraît exister, en ce sens qu'un objet technique existe, se constitue d'abord comme une unité solide, un intermédiaire entre le monde et l'homme, un intermédiaire peut-être entre deux autres objets techniques, et que la première phase de son développement, c'est avant tout une phase de constitution de l'unité, une phase de constitution de la solidité. Prenez un outil. Qu'est-ce qui fait l'essentiel d'un outil? C'est qu'il est un rapport, bien sûr, un intermédiaire entre le corps de l'opérateur et les choses sur lesquelles il agit. Mais c'est aussi qu'il doit d'abord, pour être un bon outil, être indémanchable, être bien constitué. Alors, selon les différentes cultures, on trouve, par exemple, un emmanchement à collet, un emmanchement à douille, un emmanchement à jonc ou à soie. Ce sont différentes solutions qui sont appropriées au bois dur, au bois moyen, au bois tendre des pays du Nord. Ces différentes solutions sont toutes rationnelles si l'on tient compte des deux constituants, à savoir le fer d'un côté, le manche de l'autre, et si l'on se rend compte d'autre part que la nature même de l'outil, c'est d'établir un rapport constant et non fallacieux entre le corps de l'opérateur et l'objet sur lequel il agit. Il y a une individualité, mais une individualité intérieurement consistante de l'objet, même de l'outil. Ne prenons pas pour l'instant d'autres objets techniques, j'ai pris le plus élémentaire, celui par exemple que Leroy-Gourhan a étudié dans Milieu et technique, ou bien L'homme et la matière. Mais si nous passons maintenant à la machine elle-même, le même principe d'individuation se retrouve, le même phénomène d'individuation se retrouve, mais peut-être dialectisé. Il se retrouve parce que le point de départ, presque nécessaire, c'est la résolution d'un problème par l'apparition d'un intermédiaire qui est souvent une pièce nouvelle. La roue, par exemple, est une pièce nouvelle et qui, dans le charroi des fardeaux, intervient peut-être comme rouleau ou rondin au point de départ, qui intervient ensuite et essentiellement quand elle a un axe, c'est-à-dire quand elle est solidarisée par rapport au châssis du chariot ou du fardier, tout en pouvant rouler sur le sol. Cet intermédiaire doit d'abord, pour être viable, pour être fiable, comme disent nos industriels, être solide au sens à la fois vulgaire et latin du terme, c'est-à-dire d'un seul bloc. Comme il ne peut pas être généralement ouvragé d'un seul bloc, il faut qu'il soit assemblé. Et la technique de l'assemblage, c'est la technique artisanale de la solidité qui vise à faire un seul bloc avec plusieurs. Par exemple, le bandage a été dans les roues au point de départ surtout un système de fret. C'est le grand cercle en fer que nos charrons faisaient chauffer dans la braise avant que de le mettre autour des pièces de bois de la jante afin qu'il les serre par refroidissement. Et le moyeu. Le bon moyeu est un moyeu qui permet un assemblage solide, des raies. L'ancienne discussion sur les roues à rayons et le croisement ou le non-croisement des rayons, l'inclinaison des rayons par rapport au plan vertical du véhicule, ce sont des discussions qui ont trait à la première phase, à la phase, disons, d'individuation et de stabilité de la roue en tant qu'objet technique. Ultérieurement apparaissent d'autres phases. Mais le point de départ, c'est qu'une roue doit être une roue et qu'une roue doit être un et non plusieurs. Et quelle que soit la complexité ensuite de l'objet technique, mettons qu'il s'agisse d'une machine, si on peut toujours
employer le concept d'objet technique à une machine constituée, complexe. Le même principe s'applique au point de départ. à ce dialecte. Au point de départ, car pour qu'une machine existe, il faut d'abord qu'elle soit viable comme un être vivant est viable, c'est-à-dire qu'elle soit non autodestructive, qu'elle soit le siège, si l'on peut dire, d'échanges qui font qu'elle est stable. Songez à une lampe dans laquelle le feu prendrait, qui n'aurait pas cette régulation permettant à la combustion d'être stable. Bien. Cette lampe serait vouée à ne pas exister, précisément parce qu'elle serait autodestructive. Autrement dit, l'unité du fonctionnement, la stabilité du fonctionnement, sa cohérence interne sont la condition d'existence d'un objet technique quelconque, aussi bien que d'une machine. Un moteur thermique, le premier moteur diesel, n'a pas pu exister parce qu'il n'avait pas été conçu de manière telle qu'il put ne pas exploser. Le mélange tonnant, l'introduction du combustible dans l'air se faisait avant la compression. Le deuxième moteur de diesel a été celui dans lequel une fine pulvérisation sous très haute pression de gas oil intervient en fin de compression et sert en même temps à l'allumage, puisqu'à ce moment-là, l'air est à une température élevée, ce qui permet l'inflammation du gaz oil. Alors, voilà ce qui était... Le premier était autodestructif, puisqu'il a explosé. Et le deuxième ne l'est pas. Et cela établit parfaitement votre relation entre la mécanologie et des principes d'individuation que vous avez explorés. Oui, de façon simplifiée. De revenir sur la roue et oui, la rationalisation mais c'est un bon exemple. De de façon simplifiée, c'est cela. Ultérieurement d'ailleurs, nous voyons bien que pour prendre une complexité plus élevée, les objets techniques ont besoin habituellement d'avoir des circuits d'information qui ne sont pas seulement des circuits implicites d'information, qu'on pourrait appeler des circuits d'information associés. La lampe qui, plus elle chauffe, plus elle fait appel d'air, donc plus elle se refroidit, se stabilise, mais elle se stabilise par l'intermédiaire de ce courant d'air qui n'est pas de l'information au sens propre du terme. Toutefois, son fonctionnement implique quelque chose d'informationnel à titre implicite, impliqué, interne. Au contraire, dans des machines beaucoup plus complexes, il faut faire appel à de l'information qui est conçue et traitée comme de l'information à l'état séparé. C'est ce que nous voyons dans toutes les machines qui utilisent l'électronique pour des servorégulations et pour des asservissements, ou même qui ont des asservissements à fluide. Mais déjà l'information implicite qui permet l'homéostasie et la stabilité de l'objet existe dans une simple lampe à huile ancienne. Est-ce que vous reconnaissez l'existence d'un courant de pensée mécanologique qui aurait peut-être commencé, disons, avec Reuleaux? Oui, et je pense bien, je connais mal les auteurs qui vous avez l'obligeance de me parler, mais qu'une mécanologie existe, tout au moins comme goût, comme tendance et comme poésie du rapport entre l'industrie la plus parfaite, ou la science la mieux équipée, et une nature à l'état le plus naturel, c'est-à-dire le plus prime-sautier et le plus absent des souillures humaines, et cela est certain. Chez nous, par exemple, Jules Verne le représente bien. J'ai plutôt abordé le goût mécanologique par les romans d'anticipation scientifique de Jules Verne, qui sont du XIXe siècle, que par les philosophes. Que par les philosophes. Et pourtant, vous aboutissez à une mécanologie proprement dite et qui est tout à fait d'essence philosophique. Cela n'est pas étonnant, et il est très réconfortant au contraire que plusieurs personnes de pays différents, de cultures variées, ayant étudié les mêmes objets et leur histoire identique, arrivent finalement à des conclusions convergentes. Et vous vous situez, à votre sens, de quelle façon dans ce courant mécanologique encore incoatif, informe, vers quoi entendez-vous le faire déboucher? Oui, je voudrais aller surtout vers quelque chose de culturel. Ce qui maintenant me préoccupe le plus, ce n'est pas une étude froide et objective que je crois nécessaire.
une étude froide et objective des choses. Je ne veux pas faire un musée, encore que j'en reconnaisse la nécessité et l'utilité. Je voudrais surtout éveiller culturellement mes contemporains en ce qui concerne la civilisation technique, ou plutôt les différents feuillets historiques et les différentes étapes d'une civilisation technique. Car j'entends des grossièretés qui me découragent. Particulièrement, l'objet technique est rendu responsable de tout. Nos civilisations sont techniciennes, il n'y a pas assez d'âme, ou bien la civilisation de consommation est rendue responsable des désastres de nos jours et du désagrément de vivre. Elle n'est pas tellement technicienne, notre civilisation, mais quand elle l'est quelquefois très mal. Autrement dit, je crois bien qu'il faudrait apporter un tempérament, qu'il faudrait modifier l'idée selon laquelle nous vivons dans une civilisation qui est trop technicienne. Simplement, elle est mal technicienne. Elle est mal technicienne parce qu'à chaque époque, il y a une espèce de pression faite par les utilisateurs pour que les producteurs présentent des objets ayant l'allure, ayant les caractéristiques externes de ceux qui existaient à la génération précédente. On pourrait appeler cela une hystérésis culturelle, une traînée culturelle, un retard culturel. Nous avons dit tout à l'heure que le premier caractère des objets techniques, au moment où ils se constituaient, c'est d'être une unité, d'être indivisible en quelque mesure, car c'était leur principal mérite. La bonne roue doit être une roue indivisible au point de départ. Qu'en résulte-t-il? Il en résulte ceci, c'est qu'ils ressemblent fort à des êtres vivants qui naissent, qui se développent. Ici, l'objet technique naît et se développe en usine, et puis ils ont une vie au grand air, après, ils meurent. L'objet technique, au point de départ, est un objet qui, d'abord, n'est pas fait pour se survivre dans l'une de ses parties. Il est un peu comme ce carrosse d'un poète anglais que cite Norbert Wiener, disant « En lui, tout a été usé au même instant et tout s'est effondré. » Cela est bien, mais un objet conçu de cette manière est un objet qui ne représente que le point de départ et la première étape de la constitution technique. Après cela, le progrès technique consiste au contraire en ce que l'objet doit se diviser, se dichotomiser. Une part en lui, une de ses bandes latérales, s'adapte au monde extérieur, l'autre à l'utilisateur. Et à ce moment, une partie de l'objet a tendance à se pérenniser, l'autre change ou s'use et est destiné à être labile. Si l'on traite l'objet au moment où il devient dichotomique comme un objet où tout s'use en même temps et doit être jeté, il y a une erreur culturelle fondamentale. Par exemple, on change d'automobile dès qu'elle est démodée. Et là est le mal. Le mal, c'est le fait qu'à une époque déterminée, l'objet ne soit pas connu selon ses lignes essentielles, qui sont principalement ces lignes temporelles, ces lignes évolutives temporelles, ne soit pas connu comme il devrait l'être par les utilisateurs, ce qui pousse d'ailleurs les producteurs, volontairement ou involontairement, à envelopper l'objet technique d'une publicité ou d'apparence qui camoufle sa réalité essentielle. La troisième étape de l'objet technique est celle qui fait apparaître l'objet de réseau, c'est-à-dire un objet relativement simplifié. À ce moment-là, il doit devenir économiquement facile à acheter et surtout facile à entretenir, car il doit être pluralisé, il doit être relativement segmentaire, chaque partie de cet objet pouvant être échangée en échange standard contre une autre lorsqu'une avarie intervient. Alors que l'objet dichotomisé dont nous parlions tout à l'heure relevait de l'artisan hautement qualifié pour pouvoir être réparé. Dans ces conditions, il y a une évolution de l'objet technique qui fait que les réalités culturelles doivent être aussi contemporaines que possible de la véritable nature de l'objet. Si elles représentent ce qu'était l'objet il y a 20 ans, elles conduisent à une consommation ostentatoire ou à une attitude erronée, finalement à une déception, alors on charge l'objet technique, on en fait le diable au fond, on le charge de tout ce qui va mal dans la société, alors que ce qui va mal, ça n'est pas que l'objet technique
soit le mal et fasse aller tout le reste de travers, c'est simplement qu'entre l'homme et la chose, il y a un hiatus, une incompréhension, une espèce de guerre. Voilà, je crois, ce qu'il faudrait remettre en place, une saine connaissance du fait qu'il ne s'agit pas de dire seulement objet technique globalement. Objet technique, c'est soit un objet technique commençant, soit un objet technique à l'étape dichotomique, comme la forme de T, où il essaie de s'adapter à tout, soit enfin un objet de réseau. Et ce n'est pas avec les mêmes attitudes, ce n'est pas en demandant la même utilisation que l'on doit aborder chacune de ces trois étapes. Replacer historiquement l'objet technique, apprendre aux utilisateurs et aussi aux producteurs, qui quelquefois le méritent, qu'il faut être complètement dans le présent historique, ce serait la tâche culturelle la plus importante à laquelle je voudrais arriver. Tout ce que vous dites me ramène à ce que vous avez écrit au sujet de l'incompréhension de la machine, attribuable au fait qu'elle est jugée par une raison qui n'est pas contemporaine d'elle-même. Oui, mais en fait, ce n'est pas seulement une raison, car il y a la raison, il y a le savoir. Pour comprendre un objet technique et pour avoir une attitude droite et juste envers lui, il faut d'abord savoir comment il est constitué dans son essence et avoir assisté à sa genèse, ou directement quand c'est possible, ou par l'enseignement. Or, il n'existe pas d'enseignement de l'histoire des techniques, c'est extrêmement regrettable. Et en plus de la raison, en plus du concept, de la pensée, de l'intelligence, il y a, au-delà du théorique, peut-être une certaine relation à la réalité technique, qui est une relation partiellement affective et émotive, et qui ne doit pas être non plus l'équivalent d'une relation amoureuse ridicule. Il ne faut être ni trop passionné pour les objets techniques, ni exclusivement passionné pour un seul, bien sûr, ni d'autre part complètement indifférent envers eux et les considérant comme des esclaves. Il faut une attitude moyenne d'amitié, de société avec eux, de fréquentation correcte et peut-être quelque chose d'un peu ascétique afin que l'on sache les utiliser même quand ils sont anciens, ingrats, et que l'on puisse avoir une certaine gentillesse pour le vieil objet qui mérite, sinon de l'attendrissement, tout au moins des égards dus à son âge. Ceci nous amène encore à autre chose qui se dégage de votre œuvre, à savoir que l'essence machinique réside dans sa rationalité et sa valeur culturelle aussi. Est-ce que je vous interprète correctement? Dans sa rationalité et sa valeur culturelle, oui. Et que sa valeur culturelle réside dans sa rationalité. La valeur culturelle elle-même réside dans la rationalité. Sans doute car j'ai parlé d'une essence de l'objet technique. Mais cette essence-là n'est pas uniquement rationnelle, ou alors il faut être rationaliste, non pas pragmatiste, il faut être rationaliste réaliste. Croire que la raison atteint les choses, atteint les processus physiques, et au-delà des processus physiques, la totalité du monde. En ce sens-là, j'accepterais bien l'idée de raison, pourvu qu'elle ne soit pas restrictive. La voyez-vous dans un sens inductif quant à la production de la machine et à sa création? Inductif, déductif aussi en une certaine mesure, mais une induction plénière qui reste près du concret. Une raison qui, par conséquent, serait une raison extrêmement près du réel, et qui en tout cas ne chercherait pas à être une raison à partir des idées innées. Oui, c'est très important ce point-là. Il est clair que, à la suite de ce que vous dites, un champ poétique apparaît autour de la machine. Oui. Il est logé dans un certain champ poétique. Si justement la raison est conçue comme inductive et comme cherchant à ne pas s'éloigner du concret du réel, l'ambiance de l'usage de l'objet technique, de son invention, reste assez près du monde, peut même devenir une manière de décoder le monde avec des vitesses, des modes de regard, des manières de se tenir que le simple corps n'aurait pas permis. À ce moment-là, l'objet technique a une valeur prothétique ou
prosthétique, comme disait Norbert Wiener, voir le monde d'avion, le voir d'un satellite, c'est le voir comme jamais homme ne l'a vu, aussi concrètement, mais à une plus grande distance et d'une plus grande vitesse. On ne saurait accorder de privilège à la bipédie pour voir le monde, ou au fait de passer en voiture. Tout est bon pourvu que l'on reconnaisse qu'il s'agit de vitesses et d'altitudes différentes. Dans la perspective que vous ouvriez un moment, est-ce que vous trouveriez déplacé de faire certains rapprochements avec la pensée de Bachelard? Une analogie parallèle entre sa pensée inductive, son interprétation inductive de l'outillage scientifique et de la démarche scientifique. Je ne sais pas, Bachelard est un poète, je ne connais pas de manière suffisamment précise tous les ouvrages de Bachelard pour pouvoir répondre avec pertinence. Ce qui me semble, c'est que l'on pourrait faire une psychanalyse de l'objet technique, comme Bachelard a fait la psychanalyse des éléments. Voilà où je voulais en venir. Bien. Et particulièrement, je crois que chacun des objets techniques peut être traité comme ayant une intention et une attitude. Quand on va contempler un émetteur de télévision qui est au sommet d'une montagne, comme le mont Pilat, à quelques 40 km d'ici, on voit non seulement l'émetteur en tant qu'émetteur, qui est à la place d'un ancien télégraphe, chape, mais on trouve de plus l'antenne réceptrice parabolique qui reçoit le faisceau venant de Paris, et l'autre antenne de l'autre côté de la tour qui émet vers l'Italie du Nord. Et cette antenne de télévision en elle-même, elle n'est que du métal, une vaste parabole en métal inoxydable et un tout petit doublet au centre. Il termine un câble coaxial. Elle est rigide, mais elle est orientée. On voit qu'elle regarde au loin et qu'elle peut recevoir à partir d'un émetteur lointain. Pour moi, elle me paraît être plus qu'un symbole. Elle me paraît représenter une espèce de geste, d'intention, de pouvoir, être presque magique, d'une magie contemporaine. En cela, il y a, entre cette rencontre du haut lieu et du point clé, qui est le point clé de la transmission en hyperfréquence, il y a une espèce de connaturalité entre le réseau humain et la géographie naturelle de la région. Cela est un aspect de poésie, un aspect de signification et de rencontre de signification. Par ailleurs, on pourrait trouver aussi, par une plongée dans le temps, le pouvoir poétique de ce qui était extrêmement parfait et qui, un jour ou l'autre, sera détruit, et déjà peut-être détruit, par le cours d'une évolution qui est extrêmement et très dramatiquement négatrice de ce qui a été pourtant un jour une nouveauté. Voyez les locomotives à vapeur, voyez les grands navires que l'on met de côté parce qu'ils sont désuets. Ce qu'on appelle l'obsolescence, c'est une réalité économique, mais à côté de l'obsolescence économique, il y a une espèce de montée poétique qui n'a pas, je crois, tout à fait suffisamment été mise en valeur. Nous manquons de poètes techniques. Et c'est ici que peut-être pourrions-nous faire intervenir les rêveries afférentes aux divers ordres machiniques. Les rêveries de la vapeur, par exemple, ou les rêveries de l'électricité. Les unes déterminant des imageries d'alternance et de puissance très extérieure, les autres déterminant des rêveries de certitude et de continu. Est-ce que vous pensez que nous devrions porter un peu notre quête dans ce sens? Oui, bien sûr, c'est tout à fait intéressant, mais et la turbine pour la machine à vapeur est rigoureusement rotative et pas du tout alternative. D'autre part, même alternative, la machine à vapeur se distingue de l'électricité en ce qu'elle possède une puissance interne, une accumulation interne d'énergie considérable. Jadis, j'ai utilisé une locomobile qui servait à scier le bois, une scierie ambulante. Cette locomobile, quand elle était bien chaude, quand elle était à 8 kg de pression, les soupapes de sûreté commençaient à jurer et à laisser partir la vapeur,
pouvait encore animer pendant 1h30 le banc de scie sans être chauffé. Aucun moteur électrique n'est capable de faire autant. Le moteur électrique est un pauvre être qui a besoin du réseau. Dès que la panne de réseau arrive, c'est fini. Même un moteur triphasé, pourvu qu'une seule des 3 phases vienne à défaillir, s'arrête ou marche mal, oui. Alors que la machine à vapeur, c'est la souveraine de la continuité parce qu'elle a une puissante réserve à l'intérieur d'elle-même. Pendant la guerre, nous étions bien heureux d'avoir des locomotives à vapeur sur les réseaux démantelés. Elles pouvaient passer presque partout. Tant qu'il restait un rail, même un peu tordu, la machine à vapeur passait. Les caténaires étaient loin et les sous-stations d'alimentation électrique défuntes. Alors, je suis d'accord avec cette poésie, mais il ne faut pas qu'elle soit trop pointilliste, trop phénoménologique, car la phénoménologie, c'est purement la perception, et c'est terriblement dangereux. Il faut aller très au fond des choses, voir la réalité, et surtout, il faut que ce soit l'utilisateur qui sente la réalité de la chose. Vous avez dit un mot qui m'a terriblement surpris tout à l'heure, en disant que l'alternateur était une pauvre machine parce qu'il dépendait du Il dépend du réseau. Mais le réseau dépend de qui? Est-ce que dépendre du réseau, être le réseau, être du réseau, ce n'est pas une richesse, au contraire, alors que la machine à vapeur, elle était isolée? Eh oui, mais la machine à vapeur est plus universelle. La machine à vapeur peut se nourrir de bois, peut se nourrir de charbon, de mauvais charbon. On peut la chauffer avec n'importe quoi. Alors que l'alternateur a comme servitude, nous parlons de l'alternateur, pas du petit moteur qui pourrait tourner sur une batterie de 18 volts. Bon. Et l'alternateur a besoin de travailler sur plusieurs kilowatts, ou au moins plusieurs centaines de watts, qui ne peuvent guère être apportés que par le réseau. Or, le réseau est chose fallacieuse. Il n'est pas absolument constant. Et certes, le réseau est très remarquable et permet le développement des techniques, mais par ailleurs, c'est une servitude que d'être raccordée au réseau. La preuve, c'est qu'une automobile, par exemple, se passe du réseau. Elle emporte avec elle sa propre réserve de combustible. Et elle va plus loin. Elle est plus souple. Mais son autonomie est temporaire. Elle a dépendu du réseau à bien des points de vue. Alors, elle dépend d'un autre type de réseau. D'un réseau auquel le contact ne doit pas être constamment maintenu. Alors que l'alternateur doit maintenir son contact au réseau par perche, trolley, prise de courant ou n'importe quel autre système. Le fait qu'on puisse dire que l'électricité est toujours de bonne qualité, est-ce que ça n'a pas une certaine conséquence dans notre intelligence des machines électriques, notre intelligence poétique et rationnelle? L'électricité peut être faible, mais sa qualité est invariable fondamentalement. Si toutefois la fréquence est constante, oui. C'est ça. Oui. L'est-elle? Oui. En général, dans un réseau bien constitué, la fréquence est constante. Mais on ne peut jamais dire qu'une électricité est de mauvaise qualité. Il n'y a pas d'électricité de mauvaise qualité, quelle qu'elle soit. Non, il y a des valeurs quantitatives qui jouent, mais elle est toujours de bonne qualité. Alors qu'un charbon peut être de mauvaise qualité, un bois aussi, un combustible, un fluidoïde. Mais si l'électricité peut être de mauvaise qualité en un certain sens, tout dépend. Si on veut l'utiliser simplement pour l'énergie, pour faire tourner un moteur ou pour faire chauffer un fer à repasser, ce qui consiste à dégrader de l'énergie essentiellement, elle est toujours assez bonne pour cela. Mais si on veut utiliser l'électricité comme point de départ d'une base de temps à 50 Hz, ou encore, et mieux, comme fréquence pour produire un son à 50 Hz, on est très gêné, car souvent il y a, en plus de la sinusoïde fondamentale, de petites irrégularités supplémentaires qui ne sont pas agréables quand on veut la visualiser. Je pense que Jean voulait surtout parler de la structure même de l'atome, vous savez, les électrons et tout ça. Ah oui, il s'agit alors d'une pureté. Oui, il est bien certain qu'il s'agit d'électrons en transit et non pas évidemment de matière chimique, de substances chimiques plus ou moins raffinées. Ça c'est bien, du point de vue fondamental et essentiel, je le crois. Mais d'un point de vue informationnel, il n'est pas toujours vrai que le courant soit ce qu'on voudrait. Le courant continu a souvent une composante musicale assez importante et le courant alternatif n'a pas toujours des rapports de phase entre les 3 phases parfaites, ni une fréquence rigoureusement stable, ni surtout une absence d'harmonique parfaite. Il ne cite pas. Oui. Alors, dans l'intelligence de nos machines, j'ai été
je dois dire, peut-être un petit peu, comment dirais-je, emporté par les lumières que vous apportiez. Et je voyais très nettement la longue obscurité de la machine à vapeur, son opacité, son incompréhension dont elle était victime, dans le fait qu'elle n'avait pas été théorisée à l'origine. Et je voyais le moteur électrique, l'alternateur, théorisé dès l'origine, et partant, étant tout à fait transparent. J'ai peut-être été un peu trop vite là-dedans. J'aimerais savoir si vous voyez ce rapport entre les machines empiriques et les machines qu'on peut dire théoriques aussi nettement que je vous le propose là. Oui, effectivement, je crois que le moteur électrique est venu après coup, après la science. Tandis que, après la science qui a permis la théorie de ce moteur, au contraire, la machine à vapeur s'est constituée à une époque où la science thermodynamique n'avait pas été mise en place. C'est elle qui a appelé à l'existence la science thermodynamique. Toutefois, il y a quand même des résidus dans le moteur, dans la machine de Gramme ou dans le moteur électrique. Très particulièrement les phénomènes d'hystérésis qu'il a fallu enrayer et qu'on ne pouvait pas vraiment prévoir. Les pertes par courant de Foucault. La machine de Gramme n'a pas été parfaite du premier coup. Elle a fonctionné du premier coup, mais elle était puissamment auto-limitée. Dès qu'elle prenait une vitesse élevée, l'anneau de fer chauffait et le bobinage aussi. C'est-à-dire que son rendement n'était pas très élevé. Pour arriver au beau rendement de 90-92% que l'on connaît à la machine de Gramme, il a fallu quand même perfectionner son noyau magnétique en le feuilletant et également améliorer le collecteur. Par exemple, mettre des charbons tissés de cuivre au collecteur et non pas seulement les balais primitifs qui donnaient des étincelles et s'usaient rapidement. Je me suis fréquemment interrogé sur les rapports de l'empirisme et de la théorie quant à l'opacité ou à la transparence de certaines machines. Et j'ai fait peut-être une coupure en vous interprétant trop hâtive entre la machine empirique et la machine théorique. Ainsi, j'ai cru beaucoup que l'alternateur était, pour ainsi dire, tout entier issu de la légitimité théorique, par contraste avec l'illégitimité empirique, étant en pensant à la rationalité très développée de l'électricité. Est-ce que vous croyez que l'alternateur, par exemple, est une machine qu'on peut dire beaucoup plus transparente que toute machine à vapeur, justement à cause de cela, à cause du champ théorique dans lequel il a été développé, et à cause de la théorie même qui lui était inhérente? Je crois bien pour l'alternateur, car l'alternateur a été développé relativement tard. Il avait devant lui les essais concernant la machine de Gramme, qui est une machine à courant continu, laquelle peut être utilisée soit en machine émettrice, productrice d'énergie, soit en machine réceptrice. L'alternateur est venu plus tard et il est une application très directe des courants alternatifs pour les produire. Il est d'ailleurs, si l'on veut aussi, réversible par rapport au moteur à courant alternatif. L'alternateur doit être pensé dans le même courant théorique que celui qui a fait exister le transformateur de Ferranti. Nous nous trouvons là vers 1880 à peu près, au temps où la science positive était en train de se développer vers les techniques le plus puissamment possible, peut-être plus puissamment que jamais, avec une foi, avec un enthousiasme qui n'a pas été retrouvé depuis. Tout était bon à ce moment. Alors, ce sera vers cette époque que vous feriez, que vous logeriez le début de cette union de la technique et de la théorie, ou des sciences et des techniques qui sont devenues maintenant presque indiscernables. Le début, non, puisque la thermodynamique est relativement plus ancienne, mais disons l'amitié, la réversibilité de la théorie et de la science. L'amitié l'une pour l'autre et leur réversibilité, c'est effectivement à peu près à cette époque. Il y a un mode de pensée, une modalité de culture qui est l'unité, tout au moins la profonde amitié de la science et de la technique.
C'est l'époque aussi du tube de Crookes, du tube de Coolidge, enfin de ce grand mouvement de science aussi bien que de technique. Et qui maintenant est plus qu'une amitié, c'est une liaison, un mariage. Oui, mais un mariage qui rapporte trop, à mon avis. À cette époque, c'était une amitié, et s'il y avait mariage, c'était un mariage d'amour. Alors qu'à l'époque présente, c'est très différent, c'est très organisé, c'est très administratif, ce rapport entre l'industrie et les bureaux de recherche technique, d'une part, et la science pure, qui d'ailleurs n'est pas complètement pure, d'autre part. Maintenant, c'est trop ancien. Il n'y a plus l'enthousiasme de la nouveauté. À ce moment-là, en 1880, on avait découvert justement le rapport fécond de la science et de la technique. C'était la jeunesse de cette rencontre. Elle n'est plus jeune maintenant. Nous avons osé concevoir un film à 35 mm couleur, 20 minutes, sans un mot de commentaire, sans une note de musique, avec les bruits de la roue seulement. La roue devra s'expliquer par sa plastique, par son contexte et ses fonctions apparentes. Et ce projet nous pose d'énormes difficultés quant à la structure que nous devons donner au film. Supposons que nous partons de la roue porteuse. Oui. Très tôt, la roue porteuse se complexifie. Elle s'additionne d'engrenages, ou de poulies ou de chaînes. Oui. Et ensuite, elle devient motrice. Et elle devient même moteur, dans certains cas. Oui. Alors, immédiatement, cette roue qui est devenue moteur s'est adjointe de plusieurs autres sortes de roues, ou encore s'est associée à différentes roues. Il y a toute une société de roues qui s'impose à nous. Et c'est là la difficulté. Est-ce qu'un point de vue historique serait préférable, ou encore, préférablement, un point de vue génétique? Mais génétique. Oui. Ce serait là la solution, à votre avis? C'est à quoi je songerais. Parce que la roue n'est peut-être pas un cadeau des dieux au point de départ. Il y a sans doute quelque chose qui la précède. Et je crois assez probable que la roue, sauf peut-être pour la roue de Potier, le tour de Potier, représente une solution déjà relativement complexe au problème du transport. Le transport par glissement ou le transport sur rondin. Et la roue, à l'origine, puisqu'elle possède un moyeu et puisqu'elle possède également une bande de roulement, représente à la fois un rondin et quelque chose en quoi il y a frottement. Le frottement est atténué par un graissage ou par de l'eau. Il est encore plus atténué quand on trouve un axe en métal tournant à l'intérieur du bronze, d'un coussinet en bronze. Après cela, la roue se diversifie. Ce qui à l'origine était une jante devient bandage, devient pneumatique, peut prendre beaucoup d'autres aspects. Quant au moyeu, il devient toutes sortes de choses, moyeu à roulement, moyeu à rouleau, et surtout peut-être, le moyeu se prolonge du côté du véhicule par l'articulation de direction, par le système de la barre de direction, les deux, en particulier le parallélogramme, qui permet au véhicule de toujours prendre un virage sans que l'une des deux roues dérape, et beaucoup d'autres aspects qui mériteraient d'être signalés comme adaptant d'une part la roue au véhicule et l'adaptant d'autre part à la route. C'est en somme l'étape où elle fait le plus de progrès puisqu'elle est un intermédiaire très vivant, très chaud entre le monde comme route et le véhicule. Et le monde comme route, c'est un monde mouvant et mouvementé, car il s'agit de routes encore peu parfaites à l'époque où cela se produit. La route chemin de fer est un très bel exemple qu'on pourrait choisir aussi. Dans la route chemin de fer, il s'agit d'une roue frettée. Le bandage sert effectivement à contenir les raies et à éviter l'éclatement possible de la roue. Mais de plus, il est un élément qu'on peut changer après usure. Il y a ici freinage par un sabot métallique qui use assez vite. Il est de plus ce qui permet, grâce au mantonnet, d'éviter le déraillement. Et enfin, grâce à une taille conique, il permet à la locomotive et au wagon de se tenir au centre de la voie,
de manière telle qu'en marche normale, les mentonnets ne touchent pas les rails. Seuls dans les virages très accentués, ou en cas de vent latéral intense, les mentonnets râpent les rails. Voilà une évolution de la roue. Quant aux autres roues, à savoir celles qui ne sont pas des roues véhiculaires, je crois qu'il y aurait aussi une étude extrêmement importante à faire. Pour ma part, je serais incapable de la rattacher, pour l'instant tout au moins, à la roue véhiculaire. Il y a une lignée de roues véhiculaires. Et peut-être à côté de cela, une lignée de roues à engrenage, depuis l'engrenage en lanterne des moulins jusqu'aux tailles d'engrenage coniques ou aux tailles hélicoïdales qu'on utilise de nos jours. Est-ce que vous pourriez poursuivre ce point de vue génétique en abordant par exemple les roues motrices et ensuite les roues moteurs? Les roues motrices, en quel sens? Les roues qui sont utilisées, par exemple la chenille, y compris le système à chenille, où c'est un intermédiaire entre le sol et les galets porteurs? Oui. Oui, cela en fait partie. La roue motrice comme la roue d'une automobile. Car sur un train, la roue motrice n'est pas strictement différente, si ce n'est par sa dimension des roues porteuses, des bogies avant et éventuellement des bogies arrière. Et pour l'automobile, la roue motrice est-elle extrêmement différente? À mon avis, non. Elle peut être soit à l'avant, soit à l'arrière. Elle apporte seulement une complication, à savoir le joint de cardan homocinétique lorsqu'elle est à l'avant, c'est-à-dire lorsqu'elle est en même temps directrice. Quant à la roue motrice pour le tracteur, elle est effectivement plus complexe, puisqu'elle doit porter plus de poids afin de ne pas patiner. D'autre part, elle a des crampons qui étaient jadis métalliques et qui sont de nos jours généralement des anfractuosités du pneumatique, taillées d'une certaine manière. Il est nécessaire que la prolongation de ces pièces se fasse jusque sur le milieu du pont arrière. Dans ces conditions-là, même quand il y a inclinaison des roues dans les virages, celle-ci s'incline et elle s'incline davantage que l'autre. Ah oui. Le côté du petit rayon s'incline davantage que le côté du grand rayon. Ce système-là représente simplement dans le système des roues ce qu'on pourrait appeler la conscience de tout le véhicule, d'une part, et représente d'autre part la possibilité pour chacune des roues d'être parfaitement adaptée à la route, car elle ne dérape pas. Par conséquent, il n'y a pas de torsion du pneu, etc. Alors, la roue d'automobile représente, d'une part, par son pneumatique, une connaissance de la route, elle s'informe de la route, structure du pneu, flexion, etc. Et d'autre part, par sa relation au véhicule, en tant que directrice, elle tient compte de la dimension générale du véhicule et des courbes possibles. C'est le stade dichotomique. Après, autre chose, mais à ce moment-là, c'est le stade dichotomique. Il y a réflexion analogue sur la route de chemin de fer. Alors la route de chemin de fer, c'est le système que nous indiquions tout à l'heure. C'est parce que la route de chemin de fer est conique que son mantonnet n'est qu'un organe de sécurité. Voici le mantonnet, voici l'axe, ici l'axe. Le champignon du rail est ainsi représenté. Voici la semelle du rail. Ceci est conique, par conséquent, il y a une tendance à glisser là-bas. Comme de l'autre côté, nous aurions une structure semblable, également conique, alors il y aura équilibre vers un point central. Cet équilibre ne sera rompu que s'il y a du vent latéral, ou sur une courbe trop accentuée, ou si le train s'arrête dans une courbe, auquel cas il glisse et s'appuie par le mantonnet. Et si les deux roues étaient libres, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une certaine compensation différentielle d'un côté de l'autre? Si les deux roues étaient libres l'une par rapport à l'autre, oui. Je ne sais pas si ça s'utilise sur les trains, je ne crois pas. Non, je crois que les roues sont vraiment... Y aurait-il, à cause de la section conique, une certaine compensation différentielle? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Même avec oui, bien entendu. Le système du différentiel serait intéressant pour les chemins de fer, comme pour les automobiles, surtout pour des courbes très accentuées. Mais les courbes de chemin de fer sont toujours beaucoup moins accentuées que les courbes d'une automobile. Le différentiel joue à plein sur une automobile,
quand elle manœuvre, c'est-à-dire quand elle tourne presque sur place, en route, les anciennes voitures, sur les routes qui étaient des routes de terre, comme on dit, c'est-à-dire des routes sableuses, il n'y avait pas de différentiel. Et l'automobile pouvait quand même fonctionner, elle ne dérapait pas. Malgré tout, un virage à petit rayon amorce un dérapage parce qu'un des deux pneus patine. Le différentiel est intéressant quand il y a des courbes très accentuées ou quand le revêtement est un revêtement très engrenant avec la surface des pneus. Pour les pneus à haute pression anciens, ce n'était pas nécessaire. Pour les pneus à basse pression maintenant, ceux qui comportent des dessins bien étudiés, qui d'autre part adhèrent bien à la route, et pour les roues qui ont un système de suspension et d'amortisseur, les maintenant toujours au contact de la route, le différentiel est nécessaire. Car alors là, on ferait crisser les pneus, on les userait vite, et d'autre part, cela nuirait, je pense, à la tenue de route aussi. Ce serait en tout cas moins parfait. Est-il possible de reprendre une réflexion génétique sur ces autres roues spéciales et rapidement complexes que sont les premiers moulins à eau, comme le moulin grec, plongé dans un courant, ensuite les roues à aube en dessous, de côté ou au-dessus, et finalement les turbines. Ça comprend également les hélices, les moulins à vent passifs, tout cela. Est-il possible de faire une génétique qui nous mènerait jusqu'à la turbine à vapeur de Parsons, disons? Personnellement, je ne saurais pas la faire moi-même, mais certaines lignes semblent venir à l'esprit. En effet, les premières roues motrices de cette espèce sont plongées au sein d'un fluide que la nature fait mouvoir. Les toutes dernières sont en milieu technique et l'on produit volontairement le fluide que l'on amène à la roue motrice et qu'on injecte sur cette roue motrice sous l'angle le plus favorable, avec la vitesse la meilleure, et quelquefois après passage à travers un système convertissant la pression en vitesse, ainsi de suite. Il y a d'autre part des lignes qui apparaissent assez nettement, et peut-être ce qu'on pourrait appeler une essence technique qui se dégage. En effet, la roue utilisée en ce sens-là est la réciproque de la roue du véhicule. Ici, la roue reste fixe et c'est le milieu qui se déplace par rapport à elle. Il faut donc, ou bien qu'une partie de la roue ne soit pas soumise à ce fluide, dans ce cas, elle est escamotée au moyen d'un cache ou d'un écran, ou bien alors que la roue soit taillée de manière telle que le fluide dérape sur elle et réagisse, cause une force faisant tourner. C'est le cas de la roue de moulin dont les pales sont de biais par rapport à la direction du vent. C'est le cas de l'hélice également. On doit aussi noter, me semble-t-il, que dans l'histoire de ces roues motrices, c'est-à-dire réceptrices, il y a encore un autre type de réciproque, c'est que presque toutes ont pu être utilisées pour mouvoir des fluides comme pompe, comme organe actif d'une pompe, ou encore de nouveau presque comme des roues de véhicule pour permettre à un navire, c'est la roue à aube, d'avancer sur le fluide qu'il porte, d'avancer sur l'eau. La turbine et l'hélice sont absolument réversibles. Il me semble avoir vu sur l'usine d'un ancien constructeur parisien une très grande hélice d'avion utilisée comme ventilateur de l'usine. C'était majestueux à voir. Elle avait en somme achevé sa période active et noble d'hélice motrice pour devenir ici simplement un ventilateur. Mais c'est un cas de réciprocité, de renversement. Et cette notion de réversibilité devient extrêmement importante. Elle-même est l'objet de toute une réflexion génétique, je suppose. Mais c'est aussi réversible que la machine de Gramme, qui peut être effectivement renversée de moteur à émetteur d'énergie, générateur, génératrice par conséquent, à condition que l'on tienne compte de la position de l'impact des charbons par rapport au collecteur.
Ici s'impose à moi le rapprochement avec la botanique, la zoologie et les sciences de la vie en général, quant à la légitimité des filiations que nous pouvons établir. A posteriori, il est facile de passer du moulin grec à la turbine ou au rouet plongé dans l'eau, mais est-ce que d'un point de vue de l'analyse du développement rationnel de ces inventions, on peut réellement parler de génétique d'une genèse sans véritable saut, ou s'agit-il de sauts que nous unissons en continu? Je n'en sais rien. Le seul élément qui me paraisse de manière à peu près nette pouvoir s'imposer, c'est celui de la réversibilité. Entre le rouet dont vous avez parlé et la baratte à beurre, il n'y a pas une différence extrêmement grande. On peut agiter l'eau avec des palettes, on peut aussi, avec de l'eau qui court, faire tourner des palettes. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des lignées unilinéaires, un phylum, comme diraient les biologistes, dans l'évolution des techniques. Et cela me paraît plutôt être de l'ordre d'une rationalité qui peut s'imposer en même temps à plusieurs peuples et dans plusieurs ethnies. Tout à l'heure, nous avions parlé des Manches. Mais enfin, il faut bien tenir compte du fait que les emmanchements d'outils pour les bois durs se font plus facilement avec un jonc, parce qu'un jonc nécessite un nœud, sinon il fait éclater le bois. Et alors que les emmanchements à douille correspondent aux coutumes des peuples du Nord, parce que dans les forêts du Nord, on trouve surtout des bois tendres. Il y a beaucoup d'eau, les arbres croissent vite, ce sont des bouleaux, ce sont des hêtres, bois relativement tendres. La douille encercle le manche. On parle toujours de culture, mais la culture a rapport, bien sûr, avec l'histoire. Elle a aussi rapport avec ce qu'on pourrait appeler des raisons techniques, de l'utilité, de l'intelligence. Et elle a rapport, enfin, avec la nature ambiante. On ne fait pas l'outil avec n'importe quoi. Alors peut-être ne faudrait-il pas trop croire à l'aspect unilinéaire de l'évolution technique. Les peuples changent d'habitat, ou bien l'habitat se modifie parce que quelquefois le climat change. Voilà peut-être des éléments qui devraient faire réfléchir avant qu'on adopte l'idée unilinéaire d'évolution. Ce n'est pas pour refuser l'idée d'évolution, mais pour dire qu'elle n'est peut-être pas unilinéaire. Elle est peut-être en éventail, elle est peut-être proliférante comme l'évolution naturelle. Je serais très heureux, Monsieur Simondon, que vous daigniez redévelopper devant nous trois concepts fondamentaux qui nous ouvrent littéralement la machine, à savoir le concept de concrétude avec sa contradictoire d'abstraction et les concepts de synergie et d'homéostasie. La concrétude, on aurait pu prendre un autre terme, cela signifie avant tout, essentiellement, la relation directe et simple de l'objet à lui-même. Un objet est dit concret quand il n'est plus une vue de l'esprit. Une vue de l'esprit créant une espèce de société mécanique dans laquelle chaque pièce travaille à tour de rôle, indépendamment les unes des autres, comme des personnes travailleraient sur le même objet, sans se voir et se connaître les unes les autres, parce qu'elles seraient introduites successivement. L'objet concret est celui en lequel il y a ce qu'on peut nommer une résonance interne, ou réverbération interne, c'est-à-dire qui est faite de telle sorte que chaque partie tient compte de l'existence des autres, est modelée par elle, est modelée par le groupe qu'elle forme, et par conséquent peut également jouer un rôle plurifonctionnel. Non seulement elle est informée par les autres pièces, mais encore elle joue un rôle pour elle, elle est en rapport avec elle. Par exemple, les nervures, les ailettes qui se trouvent sur le cylindre d'un moteur à refroidissement par air servent, bien entendu, à évacuer de la chaleur dans l'air, à augmenter la surface. Elles peuvent aussi être utilisées par le constructeur pour augmenter la rigidité du cylindre. Un rôle bifonctionnel. Il y a des cas beaucoup plus intéressants. Je vais parler de la turbine Guimbal ou du groupe bulbe. La turbine Guimbal est un des cas du groupe bulbe. Ici, il a fallu supposer le problème résolu pour qu'il soit soluble. En effet,
il s'agissait de faire un groupe qui pourrait être tout entier mis à l'intérieur de la conduite forcée, alternateur compris, non pas seulement la turbine, mais l'alternateur. L'idée de Guimbal a consisté en ceci: faire un alternateur suffisamment petit pour qu'il puisse tenir dans un carter étanche juste derrière la turbine. Mais si on faisait un groupe très petit, si on fait un alternateur très petit, il ne pourra pas évacuer sa chaleur parce que le fil sera de faible section et par conséquent la résistance ohmique importante conduira à une grande dissipation d'énergie, l'ensemble va brûler. Guimbal a résolu le problème de la manière suivante. Précisément en supposant que le problème est résolu, c'est-à-dire en supposant que l'alternateur est suffisamment petit, il peut être mis à l'intérieur de la conduite forcée. Et mis à l'intérieur de la conduite forcée, il pourra être isolé avec de l'huile, il baignera tout entier dans l'huile. Comme l'alternateur tourne, l'huile est brassée énergiquement, elle transporte la chaleur de l'intérieur des bobinages vers le carter. Le carter étant lui-même au sein de la conduite forcée, ce carter est en contact avec l'eau qui est très énergiquement brassée puisqu'elle vient de passer à travers la turbine. De cette manière-là, on a une évacuation de la chaleur qui est très supérieure à ce qu'on aurait avec un alternateur de plus grande dimension tournant dans l'air. D'autre part, le fait qu'il y ait de l'eau à l'intérieur de l'alternateur, le fait qu'il y ait, de l'huile à l'intérieur de l'alternateur, permet de créer une surpression qui, à travers les joints, empêche toute eau de rentrer. Si bien qu'au-dessus du barrage, il n'y a rien, il n'y a pas de station, il y a seulement une guérite avec un réservoir d'huile destiné à donner de la pression à l'intérieur du carter de l'alternateur. Voilà un exemple de simplification ou de concrétisation dans laquelle il a fallu supposer le problème résolu pour que tout soit un concret. Concret, c'est concretum, c'est-à-dire quelque chose qui se tient et en quoi, organiquement, aucune des parties ne peut être complètement séparée des autres sans perdre son sens. Est-ce que le transistor, comme vous l'avez écrit, là, est un cas extrême dans cet ordre d'idées, de concrétude extrêmement, en quelque sorte, tassée sur elle-même? Et sans doute, le transistor serait bien un cas de concrétude très tassée, s'il ne possédait toutefois une légère infériorité par rapport au tube électronique à cathode chaude et à vide parfait, c'est de ne pas avoir d'écran. Je sais qu'on a tenté, par diverses techniques, de faire intervenir un écran électrostatique entre les électrodes actives. Malgré tout, le transistor reste, dans la plupart des cas, une triode et présente les caractères et les défauts de la triode, qui est qu'il y a des couplages involontaires, cette fois-ci, entre les électrodes actives, particulièrement entre l'électrode de commande qui s'appelle la base dans un transistor et l'électrode de sortie. Est-ce que vous n'avez pas écrit au sujet du transistor qu'il y avait une sorte d'équivalence, de réversibilité entre sa forme et sa matière, sa forme, que l'un et l'autre étaient... Peut-être ai-je écrit cela, je ne me le rappelais pas, mais je crois tout de même qu'il faut, en certains cas, reconnaître que lorsqu'on passe du stade puissamment dichotomique des objets techniques, ici donc du modulateur électronique, de l'amplificateur ou de l'oscillateur, à un troisième stade qui correspond mieux au réseau technique et qui correspond à des utilisations beaucoup plus souples, beaucoup plus multifonctionnelles, on perd quelque chose. On perd la belle époque. Et effectivement, quand on passe du tube électronique à cathode chaude et à vide au transistor, on perd quelque chose. Il faut ajouter des circuits de neutrodinage si on souhaite qu'un transistor n'auto-oscille pas en certains de ses montages. La belle pintode n'existe plus. Naturellement, le transistor est beaucoup plus petit. Au lieu de 250 volts de tension anodique, il se contente de 9 volts ou 12 volts, ou quelquefois moins, 6 volts pour les transistors de haute fréquence. Mais enfin, il est moins parfait sous certains aspects. Et quant à l'homéostasie, veut dire la synergie d'abord, nous voulions parler un peu de synergie. La synergie correspond au fait que dans un objet concret, il y a caractère non autodestructif des différentes parties les unes par rapport aux autres, et non seulement non autodestructif, il suffit qu'elles soient isolées, ces différentes parties, pour n'être pas
destructives les unes par rapport aux autres, mais en plus, il faut qu'elles aident. C'est-à-dire que lorsqu'elles sont plurifonctionnelles, elles concourent à un même but et à la réalisation d'une même fin. Ainsi, dans un petit moteur comme un moteur 2 temps de motocyclette ou de vélomoteur, on peut dire que toute la masse du moteur est utilisée pour le refroidissement. Il y a synergie des différentes parties pour la fonction de refroidissement. D'autres cas de synergie pourraient être trouvés, naturellement. Et la synergie fonctionnelle se caractérise par le fait qu'il y a une continuité interne. On trouverait des cas très remarquables de synergie si on faisait appel à l'étude de la structure d'un haut fourneau, dans laquelle, à la partie inférieure, il y a fusion, un peu au-dessus, carburation, un peu au-dessus encore, sur les parties coniques du haut fourneau, en forme de cône renversé, il y a échauffement du minerai, cet échauffement étant réalisé par les gaz chauds qui montent. Si bien que le gaz provenant de la combustion, au lieu d'être rejeté inutilement à l'extérieur, sert à échauffer l'ensemble de la masse de minerai et de charbon qui arrive par le haut. Par le gueulard, on verse les matières premières. Ces matières premières, en descendant peu à peu, bénéficient des produits de la combustion qui se fait vers le bas. La partie qui travaille, c'est vers le bas, mais tout le reste est en état de préparation. On trouverait beaucoup d'autres exemples. La préparation de l'acide chlorhydrique utilise des échangeurs de température. Le four à sémentation utilise une partie de travail et une partie d'attente, c'est-à-dire que les gaz brûlés vont réchauffer les gueuses qui n'ont pas encore été mises à l'intérieur du four. Et pour revenir au fourneau dont nous parlions tout à l'heure, la synergie n'est pas seulement une synergie de bas en haut, mais également une synergie circulaire ou rotatoire, puisque autour du haut fourneau existent des récupérateurs coopères, lesquels reçoivent le gaz de gueulard qui est encore à 400 ou 500 degrés, se réchauffent intérieurement puisqu'ils contiennent des cloisons de briques, et après qu'un des réchauffeurs, un des récupérateurs a été échauffé, on alimente le haut fourneau à travers ce récupérateur. La soufflante envoie de l'air froid dans le récupérateur, lequel l'envoie chaud à la base du haut fourneau où va se faire la combustion. Il faut 2 ou 3 récupérateurs pour servir un unique haut fourneau. Voilà des aspects de synergie, je pense, dans les opérations techniques. Et quand nous abordons l'homéostasie, est-ce que nous ne nous sommes pas graduellement rapprochés d'une analogie avec le vivant, une analogie, une asymptote plutôt, oui, dirais-je? Oh, sans doute, mais cette analogie a débuté très tôt. Elle n'a pas débuté au jour où les machines à information ont été présentées comme des robots, si je puis dire. Il faudrait démythiser le robot et tout ce qui tourne autour du robot. C'est de la très mauvaise littérature qui fait du tort à la technique, finalement, et qui fait du tort à la manière dont la technique peut être pensée par nos contemporains. Si nous prenons simplement l'exemple d'une lampe, il y a une régulation qui vient du fait que plus la flamme est haute, plus le courant d'air est intense. Que vous régliez bien ou que vous régliez mal une lampe à combustion à l'origine, au bout de 10 minutes ou de 20 minutes, elle sera bien réglée. Pourquoi? Si vous avez réglé la mèche trop bas, il se produira un phénomène extrêmement curieux, c'est que le bec s'échauffera. C'est cette partie-ci que je voudrais dire. Hein? Les parties latérales du bec, celles-ci, qui sont en métal conducteur, vont s'échauffer. Si donc nous faisons descendre la mèche à l'intérieur, ceci va s'échauffer davantage parce que la flamme touchera directement ceci. Et peu à peu, le pétrole va bouillir à l'intérieur, et ayant bouilli à l'intérieur, il viendra brûler sous forme de vapeur de pétrole à l'extérieur. La flamme, au bout de 10 minutes, sera de nouveau grande. Si maintenant nous réglons la mèche volontairement trop haut, comme ceci par exemple, la lampe va fumer. Mais après avoir bien fumé, cela aboutira à ceci, c'est que d'abord le bec se refroidira parce qu'il y aura un courant d'air intense à travers la cheminée, le courant d'air se faisant
partiellement de l'extérieur et partiellement de l'intérieur. L'air rentre par ici, mais une partie rentre par là. Air refroidit l'intérieur, l'autre partie lèche le bec conique à l'extérieur. Bien, ceci ayant été, d'une part, le bec se refroidira, d'autre part, la mèche brûlera. La partie non alimentée par la capillarité brûlera, car la capillarité a un maximum. Il y a un plafond, si je puis dire, de conduction capillaire depuis le réservoir jusqu'à la flamme. Résultat, au bout d'un certain temps, la flamme sera normalisée. Il y a donc un phénomène de feedback ici. C'est vrai même pour une lampe comme celle-ci, qui est une lampe à huile, beaucoup plus élémentaire, et qui correspond à une faible fluidité, à une faible capillarité, et à une grande viscosité. Pour que toute la réserve d'huile puisse arriver à brûler, il faut que, malgré l'échauffement, il n'y ait pas une différence de plus de 3 cm entre le point de combustion qui est ici et le fond du réservoir. Il faut d'autre part que la mèche s'étale dans tous les sens à l'intérieur du réservoir. Nous avons donc une mèche en quelque façon en forme de pieuvre. Voici le bec. La mèche peut se tirer en plusieurs parties. Moyennant quoi toute l'huile brûle jusqu'au dernier point et la mèche donne une flamme à peu près égale à la fin de la combustion ou au début de la combustion. Il y a des phénomènes d'autorégulation ici. Dans les autres lampes aussi, même la torche primitive pouvait être en une certaine mesure autorégulatrice. En tout cas, elle pouvait être hétérorégulatrice puisqu'on pouvait l'incliner comme on voulait. C'est l'inclinaison qui faisait la rapidité. J'en viens maintenant à la deuxième partie de notre projet, qui est tout entière dérivée de votre pensée, du mode d'existence des objets techniques, dans lequel vous distinguez 3 états machiniques, à savoir l'état statique, l'état dynamique, et peut-être renforcer un peu les choses, mais je ne crois pas, l'état réticulaire. Oui. Nous pensons à 3 films sur ces 3 états. Avoir votre avis sur l'ensemble des choses-là, et particulièrement sur le 3e, qui, du point de vue image et structure, semble nous poser des difficultés sérieuses. Oui. Pour en venir rapidement à l'aspect qui est le 3e, je crois qu'on pourrait songer, dans le domaine d'une production qui serait celle d'un film, d'un documentaire, à accentuer un peu plus l'étude des outils. Je n'ai pu la faire, puisque vous avez bien voulu citer l'ouvrage qui s'appelle « Du mode d'existence des objets techniques ». Il y a une préhistoire de l'objet technique, c'est l'outil. Et l'outil est très riche d'enseignements. Il a été étudié très remarquablement, par exemple, par Leroy-Gourhan. Quant au réseau, je comprends bien que cette notion puisse, en une certaine mesure, poser des problèmes. Elle offre aussi un éventail extrêmement large de perception, et même de perception magnifiée dans le domaine des techniques. Elle l'offre non pas seulement parce qu'il s'agit de très grandes choses dans tous les sens du terme et qui se trouvent à l'extérieur, mais parce qu'il y a là une médiation entre l'homme au sens collectif du terme, l'homme en société, d'une part, et la nature d'autre part. Il n'y aurait pas de réseau s'il n'y avait pas une certaine structure naturelle, d'une part, un certain besoin humain d'autre part, ensuite l'invention d'une relation harmonieuse entre cette nature et ce besoin humain. Le réseau, c'est la rencontre de la possibilité technique et de l'existence naturelle. Exemple, les routes et leurs courbes de niveau. Je crois qu'on pourrait songer aux anciens réseaux, à ceux des pistes, à ceux des routes, au remaniement successif des routes, qui ont été d'abord des routes suivant les percées naturelles, couloirs rhodaniens, vallées, les cols dans les montagnes, puis après des routes qui stratégiquement ont tenté d'être aussi droites que possible, enfin au XIXe siècle, des routes suivant les courbes de niveau, et de nos jours maintenant, des routes beaucoup plus droites parce que le virage est devenu chose dangereuse pour une automobile qui est bien assez puissante pour franchir une rampe, mais qui n'a pas jusqu'à maintenant la possibilité de prendre rapidement un virage, sans déraper. Réseau routier, réseau de type transmission de l'information, téléphone, radiotélégraphie,
ensemble des réseaux permettant de suivre les satellites et de les diriger, car là aussi il y a des réseaux. Enfin, réseau de transport, sans oublier des transports extrêmement statiques, mais qui sont très importants, pipelines, oléoducs, et puis peut-être certaines autres caractéristiques de réseau qui n'existent pas jusqu'à maintenant, mais qu'on pourrait presque imaginer, à la fois pour l'information et pour d'autres choses, qui seraient des réseaux de réseaux, c'est-à-dire qui seraient des nœuds entre les réseaux. Des réseaux pédagogiques, par exemple. Ah, bien sûr, des réseaux pédagogiques, mais aussi des réseaux humains. Et j'ai toujours rêvé que l'on pourrait un jour mettre des aérodromes aux lieux les plus élevés, utiliser les montagnes pour des aérodromes, en utilisant la technique, par exemple, de Jaeger, qui est une technique permettant d'atterrir à contre-pente et de décoller en utilisant le sens de la pente, ce qui est extrêmement économique et très beau pour la réalisation. Et l'énergie principale qu'emploie un avion, c'est l'énergie qu'il emploie à monter à quelques milliers de mètres, après quoi c'est perdu et il faut redescendre pour rencontrer le sol. C'est un temps perdu et une énergie perdue. Si l'on décollait d'un lieu élevé, si on atterrissait en un lieu élevé, en restant après à peu près à la même altitude, on aurait réalisé quelque chose d'extrêmement rationnel pour l'aviation. D'autre part, les lieux les plus élevés sont aussi ceux à partir desquels la transmission de l'information, surtout en hyperfréquence, est la plus facile à réaliser, puisqu'il y a propagation directive et que les obstacles sont très gênants. La plus riche transmission d'information est celle qui peut se faire lorsque il y a une propagation à vue. Par conséquent, jusqu'à maintenant, et sauf peut-être pour le télégraphe chape, ou plus anciennement pour les transmissions par feu des anciens, les montagnes ont été pensées comme lieu désolé, à la rigueur de nos jours comme lieu de loisir, mais jamais comme lieu suprêmement efficace et en tout cas technique. Il y a à redécouvrir la montagne. Technique si, puisque l'énergie électrique en contrebas des montagnes utilise l'eau. Mais si l'on met à part cela, les montagnes ne sont pas des lieux techniques. Il y aurait à redécouvrir les capacités techniques des montagnes. D'une part, un soleil plus intense et plus pur et plus constant qui permet, par exemple, d'utiliser l'énergie solaire, comme à Saint-Gaudens dans les Pyrénées ou en d'autres lieux, à Mont-Louis dans les Pyrénées en France, quelques essais. Puis d'autre part, un nœud de réseau, le nœud de réseau devrait se faire dans les montagnes et non dans les plaines. Il y a une vocation des véritables montagnes à être des nœuds de réseau techniques. Voilà une idée. Autrement dit, étudier les réseaux, c'est intéressant, mais étudier les nœuds de réseau et la corrélation entre les réseaux, voilà ce qui, à mon sens, devrait être l'objet culturel d'une étude en profondeur des techniques tournées vers l'avenir, tout au moins. Nous retrouvons là votre idée des nodules dans l'espace-temps que vous avez posé au début de votre génétique, dans la deuxième partie du mode d'existence des objets techniques. Oui, mais je n'avais pas songé à l'époque à l'importance de ce qui est le plus déshérité. Ce que je crois maintenant, c'est qu'il y a une espèce de dialectique dans l'évolution des techniques et que l'on peut charger les techniques de faire une partie du travail culturel. Non seulement elles ne sont pas anticulturelles, mais elles sont porteuses d'un ferment culturel. Or, précisément, je crois que les techniques seules, dans leur développement le plus audacieux et le plus intense et le plus pur, seraient capables de faire que les lieux les plus déshérités dans le monde entier deviennent les lieux les plus privilégiés, je veux dire les montagnes et les hautes montagnes. Une espèce d'inversion de civilisation. Oui. Alors, pour ce qui est du film, vous voyez, peut-être, si je vous entends bien, une allée est venue du dehors au dedans, selon les nœuds du réseau, selon ses échappées, ses conduites, et une superposition de différents moments du réseau. Surtout du passé vers l'avenir.